On ne croyait plus vraiment au maintien des Verts en Ligue 1. L'espoir s'effilochait match après match. Et pourtant, en avril dernier, ils ont rappelé à tout le monde qui ils étaient. Une victoire éclatante dans le derby, avec du jeu, de l'envie, de la maîtrise. Ça y est, c'est le déclic. Mais non, Saint-Etienne n'a pas su enchaîner, incapable de capitaliser sur cette performance. Les points se sont envolés face à Strasbourg et Monaco. Et pourtant, samedi dernier, malgré l'absence d'un Lucas Tassin essentiel à Eric Orneland, les Verts ont frappé fort dès la 3e minute de jeu face à Reims, avant d'enfoncer le clou juste avant le retour au vestiaire. Certes, ce n'était pas un récital, mais une victoire qui offre une nouvelle chance à la SS d'accrocher les barrages. Une chance qu'il faudra désormais bonifier ce samedi 17 mai à domicile face à Toulouse. Bienvenue dans votre avant-match de Peuple Vert. Et donc pour commencer cet avant-match, on va revenir en 2 minutes sur la prestation de l'AS Saint-Etienne face au Stade de Reims. Victoire 2-0, une première pour les Verts depuis la victoire face à Montpellier. Un but de Florent Tardieu dès la 3e minute de jeu à l'extérieur de la surface. Et puis d'Irving Cardona juste avant la pause. Romain, dis-moi, toi, quel est ton ressenti une semaine après la victoire des Verts ? T'es plutôt satisfait ? Qu'est-ce que tu retiens de cette prestation ? Salut à tous. Moi, mon ressenti sur cette rencontre, oui, évidemment satisfait. Fallait faire le nécessaire. Il a été fait. Il a été fait. Il a été facilité par entre guillemets facilité, mais on s'est mis sur la bonne voie avec un scénario qui a trop peu souvent était un scénario qu'on a connu cette saison, c'est-à-dire de marquer très tôt dans la rencontre et surtout de parvenir à faire le break avant de rentrer au vestiaire. Parce qu'on n'est pas forcément une équipe qui arrive à conserver, en tout cas à ne pas prendre de but. Là, on a réussi une prestation, j'ai envie de dire, relativement aboutie, même si le match a été d'une pauvreté technique qu'on mettra sur le compte de l'importance de l'enjeu et sur le manque de technique de l'adversaire, mais aussi de Saint-Etienne qui a été loin d'avoir produit son meilleur jeu. Mais sur ce match, il nous fallait les 3 points. On est revenu avec les 3 points et là, on est dans une situation où aujourd'hui, le reste importe peu. Sylvain, toi de ton côté, tu vois aussi une prestation plutôt aboutie de l'AS Saint-Etienne face à Reims ? Je vois surtout 3 points. C'était la priorité absolue. On a régulièrement ces dernières semaines loué le jeu, en tout cas sur certaines parties de match qu'on a pu proposer en disant que c'était satisfaisant mais que c'était dur de maintenir. Malheureusement, sur le plan comptable, ça n'a jamais trop payé. Donc aujourd'hui, et ce sera probablement le cas aussi ce week-end, on attend avant tout 3 points. On a eu 3 points, qu'on est forcément satisfait. Le coach a fait des choix, notamment la titularisation de Wadji qui s'est avérée payante, que j'ai trouvé très en jambes malgré le fait que ça faisait un moment qu'il avait pas commencé déjà une rencontre et surtout qu'il n'avait pas joué autant de temps. Cette saison, c'est pas encore arrivé, 85 minutes si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est satisfaisant, c'est quelque chose qui redonne de l'espoir évidemment à tout le monde. C'est quelque chose qui permet d'avoir une dernière journée et une dernière fête, je l'espère, à Geoffroy Guichard qui sera intéressante avant de, pourquoi pas, et je l'espère vraiment, s'offrir des barrages qui s'annoncent tout aussi intense, stressant et voilà, mais c'est le lot de cette équipe de l'AS Saint-Etienne depuis plusieurs saisons qui nous offre toujours des scénarios où c'est dur émotionnellement. C'est ça, une victoire à Reims qu'il faudra bonifier dès ce week-end face à Toulouse pour cette ultime rencontre de Ligue 1 qui se joue donc ce samedi 17 mai à 21h. Au classement, tout est encore possible pour la Saint-Etienne qui est donc 17ème de Ligue 1 avec 30 points, qui pourrait donc prendre la place de barragiste au Havre qui n'a qu'un seul petit point d'avance. Alors au niveau des scénarios possibles, Saint-Etienne serait barragiste en battant Toulouse et si le Havre ne gagne pas à Strasbourg. Et puis en cas de match nul, il pourrait donc passer barragiste si le Havre perd en passant derrière à la différence de but.
donc à savoir moins 37 pour la Saint-Etienne et moins 32 pour le Havre. Bon, scénario un peu plus compliqué pour les Verts. Romain, est-ce que tu penses que cet enchaînement de circonstances-là est accessible pour la SS ? Une chose est sûre, c'est qu'il y a une semaine, quand on disait que si on gagnait à Reims et que le Havre perdait contre Marseille, on reprenait limite la main. Je vais pas changer mon discours une semaine après. Pour moi, clairement, aujourd'hui, je préfère être dans notre situation qu'à la place du Havre. Pour autant, pour moi, là, aujourd'hui, c'est du 50-50. Je suis à peu près aussi inquiet par une potentielle victoire du Havre à la Méno, parce que c'est une équipe qui déjoue les pronostics et qui lâchera rien. Faut pas croire que voilà. Et Strasbourg, c'est une équipe qui est très très jeune et qui va devoir supporter la pression d'une potentielle qualification en Ligue des Champions. Emega devrait pas jouer. C'est une équipe qui me paraît un peu émoussée physiquement. Hein, ils viennent de perdre à Angers. Ils sont capables du meilleur comme du pire. C'est pas le talent qui manque, mais ça joue un peu ailleurs, au niveau physique, au niveau mental, en fraîcheur mentale aussi. Donc, j'ai envie d'y croire. Mais avant de penser à ce que va faire Strasbourg et ce que va faire le Havre, va déjà falloir l'emporter nous. Et là-dessus, alors tout le monde me dit oui, c'est top de recevoir Toulouse qui n'a plus rien à jouer, voilà, magnifique et tout. Moi, j'essaie de regarder un peu plus loin que ça, et les caractéristiques de cette équipe fait que je sais pas forcément une équipe qui me plaît beaucoup par rapport à nos qualités et nos caractéristiques à nous. Voilà, je m'expliquerai un peu plus en détail après. On reviendra un peu plus en détail sur ton ressenti du match. Mais en attendant, donc les Verts en position de chasseur, en fait, on peut dire, face au Havre, avec un Eric Orneland qui devrait être privé de Lucas Tassin. Une grosse perte pour l'entraîneur norvégien, qui perd donc son attaquant phare, puisqu'il a inscrit 12 buts depuis le début de saison, une montée en puissance depuis le début d'année 2025, puis se montrer aussi important dans l'entrejeu. Le match dernier, Ibrahima Wadji était positionné en pointe de l'attaque. Sylvain, toi, est-ce que pour toi, Wadji doit continuer ? Qu'est-ce que tu changes dans le 11 d'Eric Orneland, sachant que Bouchary a fait un groupe aussi à Reims et que Boquet ne pourra ne pas être de la partie ? Je change rien du tout. Je repars avec les mêmes. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est on change pas une équipe qui gagne. Voilà, on a eu des difficultés cette saison à trouver un 11 titulaire. Je trouve qu'on est régulièrement en train de remettre en cause les joueurs à droite, à gauche. Voilà, on a des joueurs qui ont répondu présent ce week-end. On va leur faire confiance encore pour le match à venir. Peut-être que ce match-là nécessitera davantage d'ajustements au fil du match. Par exemple, l'entrée de Bouchouari, par exemple, des entrées plus rapides de Ben Holt ou de Ibrahim Sissoko. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, je repartirai avec le même 11 de départ. Je vois pas qui peut sortir de ce 11, encore plus en l'absence de Stassin, parce que pour moi le seul point d'interrogation c'était de savoir si Stassin allait commencer ou pas, s'il était disponible. Or, étant donné qu'il n'est pas là, pour moi là il n'y a pas de question à se poser. Romain, tu vois toi un Ibrahima Wadji capable d'apporter, de combler l'absence de Lucas Stassin ? Non, Ibra Wadji, on connaît très très bien. Hein, le match face à Reims, c'était parfait pour lui. Je m'explique, c'est que c'est un match qui était avant tout placé sous le défi physique, avec une défense à 5 très très musclée. On l'a vu dans les contacts. Dans le jeu, ils sont pas forcément à l'aise balle au pied, donc un Wadji qui presse et qui répond physiquement, on l'a dit plusieurs fois cette semaine, ça peut être un poison, et ça l'a été. En tout cas, il vient vraiment poser des soucis à ce genre de défense, et ça s'est d'autant plus accentué parce qu'on marque à la 3e minute. Si on avait été sur un modèle comme sur les 3 premières minutes, et aussi sur certaines phases en première mi-temps, avec une ligne de 5, face à une ligne de 5, une ligne de 4 et un attaquant de pointe, ça aurait été très compliqué de le trouver à la finition, parce qu'on sait que c'est un attaquant mangeur d'espace.
Toulouse, je m'attends à une équipe techniquement plus à l'aise. Pas forcément un bloc bien plus haut. Parce que pour rappel, quand on est allé chez eux, on était loin d'être. C'était un dernier match de Ligue Dalloglio. Très très loin d'être en confiance. Et pour autant, pour moi, on mérite bien mieux qu'une défaite 2-1 là-bas. Dans le jeu, tout n'avait pas été parfait, loin de là. Mais chez eux, c'était pas très ambitieux non plus. Voilà, donc Mm. moi là-dessus, je pense que Wadji aura peut-être déjà moins d'espace que face à Reims, et que c'est une équipe qui va pas se livrer à corps et âme dans la bataille pour aller égaliser, par exemple, si on mène au score. Après, il va répondre physiquement, il donnera tout, et j'espère qu'il ne nous agacera pas trop parce qu'ils peuvent en danger, il peut tirer dans des angles impossibles, etc. Mais faute de mieux, aujourd'hui, moi, c'est clairement l'attaquant que je mets en premier derrière la blessure de Lucas Sassin. Une équipe toulousaine qui n'affiche pas la meilleure forme depuis début 2025, avec notamment 5 défaites consécutives entre mars et avril, puis une série de 7 matchs consécutifs sans la moindre victoire. Sur l'année 2025, ils ont glané seulement 1 point de plus que l'AS Saint-Etienne. Puis ce week-end, ils joueront pas nécessairement grand-chose, mis à part une place dans le top 10, puisqu'ils ont un court retard, on va dire, sur la JOCR qui a cette 10e place. Ils reviennent donc d'un match à Lens, un match nul à Nantes à haute intensité, dans lequel les deux équipes se sont quittées dos à dos sans trouver de solution. Le média toulousain Les Violets revient sur la forme du TFC. Je vous laisse écouter cet extrait audio. Alors, l'état des troupes du TFC, écoute, vous tombez entre guillemets un peu mal parce que, sauf changement de dernière minute d'ici samedi, ce sera le groupe le plus complet depuis quasiment début 2025. On aura juste notre coach qui sera suspendu et donc en tribune. C'est un peu paradoxal cette phase saison du TFC. On a raté notre année 2025, on a pris à peine plus de points que vous. On n'a pas été bon du tout dans les résultats. Dans le jeu, je trouve que c'était ok dans les très grandes lignes. Ce qui nous a manqué, c'est de l'efficacité. Et ce qui a manqué sur cette deuxième partie de saison, c'est les blessures. On a eu beaucoup de blessures, beaucoup de suspendus, beaucoup de méformes. Mi-mars, on va à Strasbourg pour revenir sur eux, pour jouer l'Europe en fin de saison. Malheureusement, on perd ce match à Strasbourg et derrière, on enchaîne 7 matchs sans victoire, dont 5 défaites consécutives. Donc je dirais que c'est un TFC qui a eu beaucoup de mal et qui commence à peine un petit peu à relever la tête. Ce match à Saint-Etienne, c'est vraiment du bonus. On peut gagner 2 places maximum, on n'en perdra pas. Peut-être que dans l'envie, vous allez nous dépasser. Ça peut faire la différence entre deux équipes qui finalement ont connu des difficultés assez majeures cette année. Je ne nous vois pas totalement en vacances, mais forcément, vous allez mettre de l'envie, de l'impact. Et je pense que ça peut suffire contre Toulouse. On a retrouvé un semblant de confiance. On a quand même des joueurs qui sont concernés ces dernières semaines. Faudrait pas pour vous, et tant mieux pour nous, que votre envie, votre rage de vaincre se transforme un peu en un n'importe quoi. Toulouse pourrait peut-être piquer sur ça. On va essayer de vous battre, on va essayer de contrecarrer vos plans. Après, vous pouvez quand même être optimiste parce que vous affrontez pas non plus un Toulouse exceptionnel, mais l'envie peut faire la différence. Et donc une opposition qui pourrait tourner à l'avantage de l'AS Saint-Etienne grâce à l'envie, grâce à l'intensité mise pendant 90 minutes de jeu. Sylvain, tu penses que c'est là-dessus que ça se jouera? Saint-Etienne aura envie de gagner, tandis que Toulouse aura peut-être un peu moins cette envie. Est-ce que tu penses que c'est là-dessus que les Verts pourront prendre l'avantage, pour prendre le meilleur sur le TFC? Je sais pas, en tout cas, il doit y avoir une différence d'envie entre les deux équipes, c'est certain. Aujourd'hui, il y a une équipe qui joue sa survie en Ligue 1, qui doit absolument gagner. Ça veut dire qu'il n'y a pas de calcul à faire. Avant de regarder ce qui va se passer entre Strasbourg et Le Havre, il faudra gagner pour n'avoir aucun regret. Ça, c'est la première chose. Donc une différence d'envie, c'est certain qu'il doit y en avoir une et elle doit être identifiable. D'autant plus qu'on va jouer à Geoffroy Guichard, que les joueurs vont être poussés par entre 35 et 40 000 personnes. Donc forcément, il doit y avoir une différence sur cet aspect-là. Maintenant, jouer une équipe qui est aussi, entre guillemets, sans aucune pression, Alors, bien finir sa saison, qui peut-être a envie de respecter aussi tout le monde dans ce championnat. C'est aussi respecter le Havre, de jouer le coup à fond et de vouloir venir embêter l'AS Saint-Etienne.
Voilà, maintenant on doit être capable, nous, de remporter cette rencontre. On doit faire le nécessaire pour remporter cette rencontre et j'espère qu'on saura la remporter tout simplement parce que il en va de la survie du club en Ligue 1 et j'ai l'intime conviction que si on arrive à décrocher notre place pour les barrages et notre maintien en Ligue 1, la saison prochaine pourrait être tout autre parce que l'année prochaine, il y aura des facteurs qui vont venir perturber certaines équipes et obtenir son maintien l'année prochaine avec un groupe qui sera forcément remodelé. Ce sera sûrement moins difficile, moins compliqué. Donc je pense que, je l'ai déjà dit, je me répète, mais cette année 1 est vraiment important dans le projet Kilmer. Ça n'empêchera pas de pointer certaines limites du projet pour le moment, qui ne sont pas des limites qui sont définitives. Si on vient à se maintenir, on pourra dire qu'on aura joué avec le feu pendant longtemps. Si on vient à descendre, on pourra dire qu'on se sera brûlé parce qu'on a joué avec le feu. Quoi qu'il en soit, ce match doit terminer par une victoire pour n'avoir aucun regret. C'est ça, un match à enjeu hein, pour l'avenir du club stéphanois. Sylvain, tu penses que les Verts seront capables d'enchaîner 2 victoires consécutives alors que c'est jamais arrivé depuis le début de saison? J'espère. Je sais pas si je crois qu'ils en sont capables, mais en tout cas, j'espère qu'ils en sont capables. Il faudra qu'ils en soient capables. Les Verts n'avaient jamais gagné un match sur 90 minutes à l'extérieur. Ils l'ont fait la semaine dernière. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'affronter Toulouse à la maison contre une équipe qui a assuré son maintien et qui ne peut pas décrocher l'Europe, et toi qui es une équipe de survie, est-ce qu'on est capable d'enchaîner ça? Il va falloir. Voilà, il va falloir. Maintenant, encore une fois, je me répète, quel que soit le scénario de ce match, il faudra que les Verts soient en mesure d'emballer la rencontre, soient en mesure de montrer que Toulouse ne vient pas passer un samedi soir tranquille pour leur dernière avant de partir en vacances. À nous de mettre tous les ingrédients, ça passera par une forte intensité, je sais que l'équipe en est capable. Et voilà, et si on met les ingrédients dans tout ça, je pense qu'on sera capable de décrocher une deuxième victoire consécutive, chose qui ne nous est jamais arrivée, parce que je crois que cette équipe-là a quand même grandi tout au long de la saison, et voilà, elle doit franchir ses caps, ces pseudo comment dire blocages qu'on a au sein de l'effectif. On gagne pas à l'extérieur, après on n'arrive pas à enchaîner de victoires de suite. Tout ça, il faut qu'on arrive à passer ces blocages pour pouvoir continuer à évoluer et j'espère aller dans le sens de l'objectif que le club s'est fixé cette saison. Romain, selon toi, sur quels ingrédients l'ASS devra compter pour venir à bout de cette équipe toulousaine? Il va falloir arriver à casser la forteresse, parce que Toulouse, c'est 10 clean sheets, donc après 33 matchs, c'est quasiment une fois sur 3. Donc voilà, je vous fais pas un dessin par rapport à ce que nous, on a produit cette saison. À côté de ça, c'est une équipe qui joue avec des pistons, vu qu'ils jouent en 3-4-3, donc ils ont des joueurs notamment comme Denum, que je trouve intéressant en piston droit. Ils ont une défense avec un Chriswell qui est un peu la tour de contrôle. Je me rappelle qu'à l'aller, on avait tout tiré sur sa tête, notamment, de faire 2 mètres, donc moi j'abuse à peine. Et devant, ça va vite avec un Ngbo, avec un Boukal qui peut prendre l'espace dans le dos. Je sais pas s'il sera là. C'est plutôt la tendance vu qu'il est revenu contre Lens. Donc va falloir être patient. Va falloir être patient, arriver à emballer le match, comme le disait Sylvain, arriver à gérer les émotions. Pas jouer le match avant le jour J, pas penser au Havre, mais penser à soi, et mettre les ingrédients pour pas avoir de regrets. Après, je suis plutôt d'accord avec Sylvain dans le sens où c'est une équipe qui est jeune en matière d'expérience en Ligue 1, et qu'on a vu quand même grandir tout doucement, peut-être trop doucement cette saison, mais qui a grandi, avec des Lucas Tassin notamment, mais pas que. Et va falloir, comme il a dit, mettre les ingrédients, faire en sorte d'emballer la rencontre et rester solide pour rester dans le match. Surtout pas prendre de but dès le début, parce que derrière, au niveau du terme émotionnel, ça peut vite être compliqué à gérer. On a le temps, il y a 1h30, voilà, 90 minutes, c'est très long. Il suffit de gagner, et tout le monde tirera dans le même sens pour. Donc on n'a pas un climat hostile comme ça peut être le cas, ça a pu être le cas par le passé. Là, il y a vraiment le public qui est derrière eux, et voilà. Je pense que c'est un plus, vraiment. Et puis un joueur qui pourrait jouer un rôle essentiel face à Toulouse, en tout cas,
il le joue dans le jeu d'Eric Horneland. Il a pris du temps donc à démarrer ces dernières semaines, enfin depuis le début de saison, mais il monte en puissance ces dernières semaines. Alors non, c'est pas Lucas Tassin dont je parle, mais de Pierre Ecois qui joue un rôle important dans l'entrejeu stéphanois, au point que la question de l'option d'achat incluse dans son contrat est souvent évoquée. C'est le débat du jour. Sylvain, toi, comment tu juges un petit peu la saison du milieu de terrain prêté par Sunderland? Est-ce qu'il joue ce rôle important dans l'entrejeu du coach norvégien? Moi, Pierre Ecois, c'est un joueur quand même pour lequel j'ai du mal à avoir un avis tranché. Et le match de ce week-end ne fait que renforcer ce que j'ai dit, parce qu'en fait, je trouve que quand il est pas bien, comme c'était le cas ce week-end, ou comme c'était le cas la semaine dernière, et ce week-end j'ai trouvé moyen aussi, je trouve que dès qu'il est pas bien, on est en difficulté en fait. Et quand je dis en difficulté, c'est que on a du mal à construire, on a du mal à être équilibré, parce qu'il doit jouer à la fois ce rôle de premier relanceur, mais aussi d'équilibre. Et je sais pas ce que Romain en pense, mais moi je trouve que 7 millions pour un joueur comme ça, lever l'option d'achat, 7 millions, je trouve que c'est quand même une certaine somme. Et j'ai du mal à me dire que c'est un super coup. J'ai du mal à me dire qu'il vaut 7 millions d'euros. Si on m'avait dit 3 millions, 4 millions, j'aurais peut-être eu un discours différent. Aujourd'hui, 7 millions, c'est une somme conséquente. Et sa saison, j'ai du mal à la qualifier. J'ai du mal à avoir un avis concret sur. Il a été capable de sortir certains très bons matchs où tu te dis ouais, c'est quand même intéressant, il a quelque chose. Et d'autres matchs où il passe à travers, où il est suffisant, où il rate des choses qu'on sait très bien qu'il est capable de réussir. C'est un jeune joueur, mais je m'interroge. Je m'interroge vraiment sur le cas Ecois, et je sais qu'on en parle très peu, mais je m'interroge beaucoup sur le cas Ecois. Romain, de ton côté? Ecois, oui, je partage l'avis de Sylvain. Pour moi, Ecois, c'est un joueur compile YouTube. C'est un joueur compile YouTube, c'est-à-dire, je m'explique, c'est un mec qui a du talent, qui tue le foot, clairement. Quand Chelsea vont chercher un gamin à 18 ans, on est bien placé pour savoir, peut-être même avant, je sais pas à peu près. Même avant, un peu avant. Voilà. Nous, ils sont venus chercher à Mougou. Bon, c'est une autre époque, mais pour autant, c'est la même recette. Les mecs, quand ils vont poser un peu d'argent côté en France pour des jeunes talents comme ça, c'est que techniquement, le mec, il a quelque chose. Et il suffit de le voir 5 minutes pour voir que techniquement, il est facile. Après, c'est sûr que si tu fais une compile YouTube avec lui, et il te régale et tu te dis, ah ouais, lui, je le veux dans mon club. Ah ouais. Tu sais, quand il y a un nom qui sort période de mercato, on se dit tout de suite, on va regarder sur YouTube et on se dit, là, typiquement, Pierre Ecois, c'est ça. Après, à l'époque, quand il avait été évoqué du côté de Saint-Etienne, j'avais fait quelque chose que je fais à chaque fois quand on a un nom qui sort, c'est aller regarder un petit peu ce que disent les supporters adverses. Et les supporters de Sunderland, ils disaient tous que Pierre Ecois, il est très très bon, il a fait une très très bonne saison, mais il était 1, irrégulier, et 2, monorythme. Et c'est des choses qu'on a continué à constater du côté de Saint-Etienne. Tout simplement, c'est quelqu'un qui... J'irais plus loin. Le fait qu'il soit monorythme, ça ne changera pas. Je veux dire, son profil de joueur et son style, ça ne changera pas. Moi aujourd'hui, je m'interroge si on peut construire avec Pierre Ecois pour, par exemple, devenir une équipe européenne. Est-ce que pour toi, Pierre Ecois, ça peut devenir un joueur qui joue devant la défense, dans lequel tu deviens une équipe européenne et tu dis oui, à moyen terme, ça peut être un joueur qui t'amène le niveau européen. Moi, je me questionne sur ça et j'en suis pas sûr. Pour moi, ça peut être le cas, parce qu'il avait encore que 22 ans. Le fait qu'il soit monorythme, ça, tu peux arriver encore il va jamais changer, se transformer. Ça, c'est certain. Ce sera jamais un Didier Zokora ou quelqu'un comme ça qui arrive à se retourner rapidement, etc. Ça, c'est pas il va pas changer de style de jeu. Mais par contre, va falloir, si tu l'entoures avec d'autres profils qui vont peut-être un peu plus aller à la castagne pour lui, gommer ses carences physiques, parce que c'est un grand bonhomme, il court beaucoup, il fait beaucoup de bornes, mais pour autant, pour aller à l'impact, pour gratter des ballons, pour se faire mal, c'est pas forcément le premier. Et on est loin d'un profil à Makelele, quoi. C'est un beau joueur de foot,
mais il est peut-être pas forcément assez sale par moment, entre guillemets, et c'est pas forcément le joueur qui avait signé un Bouchoirie à côté, qui lui est un petit peu pareil, le joli joueur de foot, mais pas forcément ultra puissant, ultra récupérateur, etc. C'est plus dans la complémentarité où ça peut te poser problème. Comme ça que je le sens, moi, en tout cas. Pour moi, c'est intéressant ce que tu dis en termes de complémentarité parce que ça veut dire que si tu fais le choix de le recruter, tu dois construire autour de lui et tu dois créer installer des profils qui répondent à une certaine complémentarité et donc à ses manques et ses points faibles. Moi, j'ajoute une deuxième chose qui m'interroge, c'est que c'est un joueur qui peut jouer que dans ce rôle de sentinelle. En tant que défenseur central, on l'a vu être utilisé en tant que défenseur central, mais il est beaucoup trop lent pour jouer comme défenseur central et il est trop monorythme pour jouer dans un rôle de numéro 8 relayeur. D'ailleurs, je le trouve beaucoup moins à l'aise quand il n'est pas face au jeu, qu'il a, il a pas la possibilité d'être. Quand il est dos au jeu, je le trouve moins intéressant. Donc, C'est marrant parce qu'il était formé là, il était formé un cran plus haut. À Sunderland, quand il est arrivé, tout le monde nous disait qu'il. Alors après, il jouait avec un A2. Il jouait pas forcément avec un système A3, mais c'est un joueur qui se projette beaucoup, qui se projetait beaucoup. Moi, c'est quelque chose que je lui reproche cette saison, c'est qu'il a une frappe de zinzin et il l'utilise pas. On l'a vu plusieurs fois quand il tire sur la barre contre Lyon. Le but qu'il inscrit, j'ai plus en tête l'équipe, mais peu importe. Angers. Angers. C'est quelqu'un qui a une frappe très lourde et c'est une arme, surtout quand tu prônes un football un petit peu de position, où tu as le ballon. Et des fois, pour faire sortir le bloc, et arrose, quoi. T'es en position, vas-y, tente ta chance, surtout quand t'as cette frappe-là, quoi. Et c'est d'autant plus le cas quand t'as des attaquants qui, là, d'un côté Davitashvili, en pointe Wadji, les mecs, ils ont un petit peu du mal à se trouver, à combiner ensemble. Donc, pour faire sortir la défense, faut pas hésiter à tenter sa chance. Et ça, c'est une des choses qu'il doit améliorer, à mon sens. On en parlait en off, le nombre de... Oui, dis-moi. Pour toi, 7 millions, ça les vaut? Moi, alors là-dessus, tu sais que je suis pas comptable, c'est pas tellement le sujet, mais est-ce que 7 millions, la seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si tu vas perdre de l'argent en achetant ce joueur 7 millions d'euros? T'achètes quoi, 7 millions d'euros, 22 ans, s'il fait une grosse saison en étant peut-être un peu mieux encadré, parce que ça reste un jeune joueur qui découvre la Liga. Voilà. Derrière, on sait que ça peut vite flamber. Un milieu de terrain défensif qui connaît déjà l'Angleterre, qui est déjà bilingue, qui a déjà cette expérience d'un championnat comme la Championship où c'est bataille sur bataille chaque week-end et qui peut avoir potentiellement, après 2 saisons, une 60aine de matchs de Ligue 1. Je pense que tu perdras pas d'argent. Et on peut faire beaucoup de critiques sur Kilmer, il n'y a aucun souci avec ça. Mais sur le fait, sur leurs investissements, sur ce qu'ils ont placé en matière de salaire, en termes de transfert, Davitashvili, tu perdras pas d'argent. Et quoi, à mon sens, s'il l'achète, tu perdras pas d'argent dessus. Et tu le récupéreras à un niveau salarial qui restera acceptable par rapport à ta grille. Donc moi là-dessus, c'est pareil, Stassin, tout le monde a crié au scandale quand ils l'ont acheté. On va pas perdre d'argent dessus. Et je crois que Benoît sera la même chose. Et il n'y en a pas beaucoup au final où tu vas perdre des ronds. Alors il y en aura probablement, mais là-dessus, ils sont quand même à viser. Donc est-ce que moi je la lève l'option 1 million d'euros? Je ne sais pas. Si Ligue 1 il y a, on pourra se poser la question, mais en tout cas, pour moi, elle sera levée. Et ça ne sera pas un souci. Et le risque sera mesuré. Voilà. Sylvain, pour toi, en cas de maintien des Verts en Ligue 1, Eric Horneland ne pourrait pas compter véritablement sur Pierre Ekwall l'année prochaine pour performer dans l'élite. De toute façon, l'option d'achat est obligatoire en cas de maintien, si je dis pas de bêtises. Romain, tu confirmes. Mais l'option d'achat, elle est obligatoire. Donc, à partir de là, la question, elle se posera en fonction de ce qui se passe lors de ce week-end et potentiellement de la suite. Mais voilà, on a déjà un début de réponse. Je pense que le club, compte sur lui. Moi, je suis pas totalement fermé au fait de pouvoir compter sur lui. Moi, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux surtout dire, c'est que c'est un peu le baromètre de cette équipe. C'est un peu le baromètre, c'est-à-dire que
quand il est dans un bon jour et qu'il est capable de faire des bonnes choses, étonnamment, l'équipe se porte bien mieux. Et par exemple, je trouve que son match contre Lyon est quand même de très bonne facture. Et ça se Ils ressent l'ont sur laissé toutes les... jouer, gros. Ils l'ont laissé jouer, Lyon. Les matchs, Et tu oui, regardes les matchs où il est très très bon, c'est quand il a le temps de faire ce qu'il a à faire. Contre Lyon, ils ont mis allez, une demi-heure avant de faire un pressing sur lui. La Casette qui s'embrouillait avec son entraîneur adjoint, c'est clair. etc. Ouais. Voilà, ils ont eu beaucoup beaucoup de mal à serrer le numéro 6. Une fois que tu le serres, c'est pas exactement pareil. Et ça, ben, quand tu le regardes à la vidéo, ça se voit très très vite. Et même face à des adversaires plus modestes, hein, je pense notamment à Angers, qui l'avait serré au début du match, et les mecs qui mettent un gars Bunyabune sur lui, c'est plus exactement la même aisance, quoi. Et c'est là où il doit passer un cap. Parce que s'il y a quelqu'un sur lui, ça veut dire qu'il y en a un autre qui est libre. Et peut-être accélérer, jouer plus vite des fois en une touche de balle, et libérer de l'espace. On revient finalement sur la notion de monorythme et sur la nécessité de gagner en régularité, notamment sur des matchs peut-être un peu plus difficiles à gérer. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est une vraie question. On n'a pas tellement répondu à la question en réalité, mais c'est parce que c'est un vrai sujet qui va diviser et qui nécessite Mm. la réflexion de chacun et comment dire, la sensibilité même, je dirais, de chacun. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un joueur qui est très data et qui est très profilé pour tout ce qui est stats, etc., de par son jeu. Maintenant, voilà, c'est un joueur de 22 ans. On verra déjà si on le conserve ou pas, en fonction des résultats de fin de saison. Et puis surtout, on pourra se questionner aussi sur comment l'entourer si on le conserve. Avec, je pense qu'un joueur comme Mouefek autour de lui est un joueur intéressant. Voilà, il faudra probablement un troisième joueur l'année prochaine, voir Faut mettre quelqu'un des d'autre à la méchants. place avec. Faut mettre des méchants. Cette année, on s'est fait marcher dessus au milieu de terrain bien trop souvent. Et le retour d'Aymen Mouefek à son meilleur niveau, là, alors on va pas s'emballer Mm. parce que ça fait que quelques matchs, mais c'est déterminant parce que au milieu de terrain, on s'est fait piétiner. Et même par des équipes de bas de tableau, j'ai des souvenirs en tête. Ah, c'est compliqué au milieu de terrain et c'est des super joueurs, hein. Benjamin Bouchouari, c'est un super joueur. Mais après, c'est une histoire de complémentarité. Moi, Pierre Ecois, la première chose que je lui reproche, outre son monorythme, c'est d'être pas assez méchant. Il fait pas mal. Pierre Ecois, il arrive, hop, il les fait tomber, il les relève. C'est pas un 6, c'est aussi quelqu'un qui doit récupérer des ballons. Et aujourd'hui, on arrive dans un football où on veut que du jeu. Mm. Voilà, on veut que des gars techniques. Mais Beauté. voilà. Moi, Bernauer, derrière, ce que je lui demande en premier, c'est pas savoir super bien relancer. Et ben Pierre Ecois, la première chose que je lui demande, c'est de récupérer des ballons. Mm. D'ailleurs, Un- un des meilleurs, Sylvain, un pour des finir. meilleurs, un des meilleurs milieux de terrain de ce championnat, c'est Benjamin André, et c'est sûrement pas le plus beau joueur de la Ligue 1, mais Mm. alors, C'est clair. il fait vraiment Voilà. partie des meilleurs milieux de terrain de ce championnat. Un trio donc, un trio Ecois, Tardieu, Mouefek qui pourrait donc jouer un rôle important, hein, face à Toulouse. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, hein, de votre côté, si Pierre Ecois, si vous comptez sur Pierre Ecois pour la prochaine rencontre, et puis surtout pour l'avenir de l'AS Saint-Etienne. Et puis donc, hein, pour clôturer notre avant-match, évidemment, passons par la case pronostic pour cette dernière rencontre de l'AS Saint-Etienne pour cette saison 2024-2025. Alors notre intervenant du jour, notre intervenant toulousain, lui a donné son pronostic. Je vous laisse écouter ça avant de revenir sur les nôtres. Donc mon pronostic, j'espère une victoire de Toulouse. Après, j'ai quand même la sensation que Saint-Etienne peut battre, malheureusement pour nous et heureusement pour vous, le TEF ce week-end. Donc peut-être un 2 partout ou un 2-1 pour Saint-Etienne. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais faut bien reconnaître quand même que ça va être important pour vous. Et donc une victoire 2-1 pour l'AS Saint-Etienne, qui pourrait prendre donc le meilleur sur Toulouse. Sylvain, est-ce que tu partages cet avis-là? Est-ce que tu vois les Verts réussir à prendre le dessus sur le TFC? J'espère, oui, j'espère, bien sûr, hein, on est avant tout supporters, donc oui, on espère que les Verts prendront l'avantage sur le TFC. Je pense qu'ils en sont capables. La gestion des émotions sera clé. Sera la clé pour cela.
Voilà, moi je vois bien une victoire 2-1 et je pense le premier but de la saison de Ibrahima Wadji. Romain, tu vois un scénario, toi, comme le barrage face à Metz, un Wadji buteur également pour permettre à la SS de rester en Ligue 1? Moi, je vois un match où je vais encore perdre un petit peu de cheveux. Ça m'embête parce qu'il m'en reste de moins en moins. Je vois un match où on gagne parce que je l'espère vraiment très très fort. Mais c'est un match qui me fait très peur, donc je vais être optimiste et je vais pronostiquer 1-0 sans conviction avec un but de Zorico Lavitashvili qui fera peut-être fermer des bouches. Hmm. Espérons un grand Zuricho Davitashvili ce samedi. Donc pour Saint-Étienne-Toulouse ce samedi 17 mai à 21h au stade Geoffroy Guichard. Ultime occasion pour la SS d'accrocher une place en Ligue 1. N'hésitez pas à nous donner vos pronostics en commentaire et puis votre analyse de la rencontre également. On vous lira avec un grand plaisir. Romain, Sylvain, encore une fois, merci d'avoir été avec moi pour cet avant-match. Et puis évidemment, on vous souhaite un bon match. N'hésitez pas à vous rendre également sur le site de peuplevert.fr pour ne rien rater de l'actualité de l'AS Saint-Étienne, notamment cet été. Et puis bon match, et allez les Verts.